Nous voici donc à la fin de cette deuxième journée qui est organisée par la plateforme de la société civile sur la migration et le développement en partenariat avec l'OIM. Et bien aujourd'hui, on a pu suivre tout un module sur la diaspora et son rôle dans le développement. Je rappelle que le premier module concernait la migration et son rôle dans le développement. Alors autant vous dire, nous avons passé toute une matinée à essayer de définir cette notion de diaspora et ce n'était pas une chose facile, elle était aussi difficile à définir qu'à qualifier et même à quantifier. Mais toutefois, certaines pistes en sont ressorties, telles que la diaspora ne peut pas être un groupe fixe, elle ne peut pas non plus être homogène, c'est quelque chose, c'est une structure complètement hétérogène et même fragmentée. De cette notion de diaspora, nous avons pu peut-être dire qu'elle pouvait avoir une origine, ou plutôt dire une origine commune, et on s'est vite rendu compte que cette origine commune, ce sentiment d'origine commune est parfois réel, mais aussi parfois imaginaire. Alors que faut-il retenir de cette notion de la diaspora? Eh bien que la diaspora possède des attachements multiples. Ces attachements sont variés suivant les époques, le processus d'une communauté de diaspora qui évolue dans le temps, et aussi parfois elle n'est pas constante, elle n'est pas donc permanente. Alors que retenir concrètement? À la fin de la matinée, nous avons pu dire que eh bien peut-être que la diaspora a ce potentiel de créer des circuits transnationaux, et c'est un terme qui est souvent ressorti, des circuits donc transnationaux qui consistent à transférer des flux de personnes, mais aussi de biens, de matériaux et aussi de savoir-faire, sans oublier les transferts aussi de fonds. Voilà, ça c'était pour la première partie. Pour aujourd'hui, en fait, l'objectif de la journée, c'est vraiment de réfléchir à la notion de diaspora et de comprendre les discours et les pratiques courantes qui sont mises en place soit par les acteurs des organisations internationales, les États, la société civile, etc., pour essayer d'impliquer les diasporas dans les processus de développement. Et je dis diaspora au pluriel parce qu'on va voir, on va réfléchir. Après, on a des objectifs spécifiques, comme vous le voyez, donc discuter la notion de diaspora, comme j'ai dit, analyser quel est le rôle de cet acteur dans les discours et dans les pratiques visant à lier la migration et le développement, et discuter aussi des différentes stratégies d'implication de la diaspora ou de la société civile dans les processus de développement. Voilà, est-ce que c'est une question de choix ou d'obligation, cette migration? Est-ce que la diaspora, forcément, a une connotation négative avec l'obligation de partir, on a été obligé de partir, ou est-ce que c'est un choix? Ça, c'est vraiment toujours un débat, non? Du moment où on parle de migration, est-ce que c'est une obligation, est-ce que c'est un choix, etc. Est-ce qu'on compare la notion de diaspora avec la notion de migration? C'est toujours un débat ouvert. La notion de diaspora a une connotation économique et politique. Ça, on l'a dit. On a parlé justement de pourquoi on fait cette différenciation entre la diaspora et les expatriés ou les résidents de XXX pays à l'étranger. Ça a une connotation certainement politique, par exemple, du moment où on utilise un certain terme qui est lié pour un intérêt spécifique. On va utiliser le terme diaspora parce qu'on a un intérêt spécifique. On va utiliser le terme migrant, comme on a vu la première fois dans la première séance. On va utiliser le terme de migration parce qu'on a un intérêt spécifique. On va utiliser le terme expatrié parce que c'est lié, encore une fois, à un intérêt spécifique ou un but spécifique. Alors, Peter, il a commencé par dire c'est les autres. Ça, c'est très important parce que c'est lié à ce que vous avez dit par rapport à l'identité. Et l'identité, c'est comment on se perçoit soi-même et comment les autres nous perçoivent. Moi, comme je disais, moi je peux peut-être pas m'identifier en tant que membre de la diaspora mexicaine parce que d'après moi, je n'ai pas de groupe mexicain, je ne contribue pas exactement directement, je contribue peut-être indirectement. Est-ce que moi je me considère un membre de la diaspora? Ça, c'est différent de comment me voient les autres. Parfois vous dites oui, je suis un membre de la diaspora mexicaine. Peut-être pour mon pays, je suis effectivement un membre de la diaspora mexicaine. Mais est-ce que moi je me sens
diaspora mexicaine, je ne sais pas. C'est une question d'identité et d'auto-identification et aussi de perception de comment les autres nous voient, comment les autres nous perçoivent. Vous avez dit aussi qu'il y a les liens avec un autre endroit et que les diasporas peuvent agir comme des ponts, des harmonisations des deux univers. Alors, est-ce que c'est vraiment une harmonisation? Encore une fois, ça, c'est ouvert au débat. Moi, est-ce que j'harmonise les choses que j'ai vécues au Mexique avec ma vie ici ou avec ma vie ailleurs? Parce qu'en tant que fonctionnaire international, je vais devoir bouger chaque 5 ans des pays. Est-ce que je vais harmoniser tous ces univers? Est-ce que je vais me sentir partie de tous ces univers, y compris l'univers mexicain? Mais ça, c'est une question d'auto-identification. Encore une fois, c'est fluide. C'est une identité fluide. On a parlé d'une histoire, un pays d'origine ou un continent d'origine, on a parlé des origines. L'origine, c'est important. Alfonso l'a dit, moi j'ai une origine chilienne et une origine suisse. Donc, les origines sont très importantes, c'est lié aussi à la notion de diaspora et ça fait partie de notre identité. On va reconnaître son origine. Et ça fait partie de notre identité. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'on participe activement en tant que membre d'une diaspora parce qu'on a une certaine origine. On a parlé des générations. Est-ce que ça change avec le temps? Est-ce qu'on se sent moins diaspora ou plus de la diaspora avec le temps, etc. Est-ce qu'on se sent de la diaspora quand on vient d'arriver? Est-ce que ça change avec le temps? Mais c'est encore, tout est flou, c'est une question, il n'y a pas vraiment une définition exacte, il n'y a pas des paramètres, disons, fixes pour qu'on puisse dire oui, on est diaspora, non, on n'est pas. Il y a alors les retours. Est-ce que c'est nécessairement le fait que la diaspora, Claire avait dit, moi j'avais jamais eu l'intention de rester de manière permanente là où j'étais. Dans la deuxième partie de ce module, les participants ont pu discuter sur le rôle réel que la diaspora pouvait jouer dans le développement dans le pays d'origine. Et bien là, encore une fois, la discussion a été vaste puisque les rôles pouvaient être aussi divers que variés, suivant les profils des associations, les profils des personnes, de l'engagement, mais aussi les contextes du pays d'origine. Dans sa deuxième partie, évidemment, les participants ont dû donc finalement discuter sur le rôle de la diaspora dans le développement et d'entrée de jeu. Il s'agissait de définir dans quel secteur la diaspora pouvait jouer réellement un rôle. Les rôles dans le secteur politique, économique et social sont sortis de manière assez importante, même si on a pu constater que le rôle politique était peut-être un peu plus difficile à cerner puisqu'il dépendait beaucoup du pays d'origine, des structures, des conditions que le pays d'origine accordait au rôle de la diaspora. Donc, ces éléments que vous avez remarqués, c'est très important en ce qui concerne les rôles des diasporas dans le développement. Et l'autre, voilà, donc les considérations. Les réseaux, oui, parfois ils sont là et parfois ils ne sont pas là. En fait, ce qu'Alfonso disait, parfois les diasporas sont très proactifs, très impliqués, etc. Et ils s'automobilisent et parfois, cet dynamisme est perdu au fil du temps, etc. Donc les réseaux, les acteurs qui souhaitent impliquer les diasporas dans les processus de développement tendent à penser que les réseaux sont là tout le temps. De manière permanente, de manière magique, voilà, ces réseaux, ils vont faire en sorte que la diaspora soit tout de suite, de manière automatique, impliquée dans le développement. Mais parfois, ces réseaux ont besoin d'être soutenus, d'être maintenus, etc. Et ce dynamisme, ça vient de la diaspora elle-même. Même si un pays souhaite impliquer la diaspora, si la diaspora elle-même ne souhaite pas être impliquée, ça ne va pas marcher. Et ce que vous avez dit aussi, c'est très important par rapport à l'hétérogénéité et la fragmentation. C'est ce qu'on a dit. On n'a pas tous les mêmes intérêts. Et on a tendance, en voulant les grands acteurs qui souhaitent impliquer les diasporas dans le développement, à penser que les diasporas sont homogènes. Et on a vu que clairement, ce n'est pas le cas. Il y a les bien-être des personnes, ça on va le voir. Il y a les ressources qui sont liées au bien-être. La diaspora, si elle n'a pas de ressources sociaux, économiques, etc. suffisantes, ça ne va pas marcher non plus.
et les perceptions variables par rapport aux effets des actions menées par les acteurs diasporiques. Ça, c'est très important parce que peut-être que pour certains acteurs, ils pensent que voilà, c'est positif ce que la diaspora est en train de faire. Mais peut-être que d'autres acteurs ne pensent pas de la même façon. Peut-être que les communautés d'origine où il y a des actions menées par la diaspora sentent que, bon, ils sont partis et maintenant ils veulent revenir, mais vraiment on n'a pas besoin de ça. Il peut y avoir des perceptions soit positives, soit négatives de l'action de diaspora, du rôle de diaspora dans le développement. Et ça aussi, il ne faut pas juste penser que c'est toujours positif, vous le savez bien en fait. Par rapport au bien-être et aux ressources, peut-être que vous connaissez ou vous ne connaissez pas la politique d'intégration en Suisse. Il s'agissait donc de discuter sur les stratégies, les méthodes et les astuces que chaque association avait mis sur place pour pouvoir contribuer au développement du pays d'origine. Donc il s'agissait de discuter sur qui sont ces associations, où œuvrent-elles dans leur pays d'origine ou le pays d'ici, ou est-ce que ce sont des actions mixtes qui unissaient le pays d'origine et le pays d'accueil. Il s'agissait aussi de voir les formes de financement et aussi les formes Ah, zut. I'm a little bit tired. Voilà, et puis évidemment, ce genre de choses n'arrange pas les choses. Hein. Merci beaucoup. Bien, bonne route. Je finis le résumé. J'espère que ça va vous plaire, hein, parce que je l'ai fait sur le tas. Hein. Ciao. Bonne soirée. Ciao. Ciao. À bientôt. À bientôt, oui. Ciao. Dans sa troisième partie, donc, le module s'est consacré aux stratégies abordées par les associations. Il s'agissait de voir ce que les participants avaient mis sur place, sur pied, pour pouvoir contribuer au développement dans leur pays d'origine. Et pour cela, il a fallu comprendre comment leur association était organisée, comment elle se nommait, mais quels sont les acteurs, quelles sont les stratégies, quels sont les financiers et quelles sont leurs manières de faire pour augmenter leur capacité dans le sens du développement du pays d'origine. Et après une longue discussion, des travaux de groupe, les participants ont pu analyser et apprécier les stratégies des uns et des autres et s'enrichir ainsi avec la pratique et l'expérimentation de chacune des personnes présentes. Donc voilà, cette journée donc touche à sa fin. Les participants sont tous rentrés, tous convaincus qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre en matière du développement du pays d'origine et surtout en matière de lien entre la diaspora et le développement. J'espère que ces quelques mots sur cette journée vous auront aidé à aller plus loin dans votre réflexion et à renforcer ce lien entre la diaspora et le développement. Merci de nous avoir suivis et à une prochaine. Que ce soit au niveau politique, économique ou social. Ensuite, pour ce qui est de la stratégie d'implication, on a vu qu'il y a différents types d'engagement et qu'à chaque type d'engagement correspond une stratégie. Et ce qu'on disait tout à l'heure, cette stratégie s'est composée de plusieurs éléments qui ont tous un objectif très clair. Et en partant de cet objectif, on est capable justement d'aller vers la recherche des financements, de renforcer ses capacités parce que voilà, ça a à voir avec notre objectif, d'agir dans un contexte spécifique ou dans un contexte transnational, etc. On peut créer des partenariats dont on a besoin pour mettre en œuvre cette stratégie. On a besoin d'une stratégie de communication et de visibilité vis-à-vis les bailleurs, les bénéficiaires, nos partenaires, etc. Donc je pense que ça c'est un peu les résumés de la journée. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non? Voilà, on a fini le deuxième module. Félicitations, merci pour votre participation et maintenant c'est l'heure de l'évaluation. Donc, je pense que tout le monde était là la dernière fois, à l'exception de... Ah oui, voilà. Alors, l'évaluation, c'est un peu dynamique. C'est-à-dire... Alors, nous venons de terminer ce deuxième module. Ici, un de nos participants. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, moi je suis M. Biba Alain de l'association Présence africaine à Bienne. C'est une association qui fait dans l'accueil de la diaspora et puis la sensibilisation de la diaspora par rapport aux questions liées à la migration. Pourquoi est-ce
est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Bon, on est là pour partager et déjà bénéficier de l'expertise de la plateforme Migration et Développement, de laquelle nous avons besoin pour développer nos capacités au sein de notre association. Alors, qu'est-ce que vous avez appris durant cette longue journée? Oui, on a appris pas mal de choses, notamment les exigences liées, par exemple, aux différents projets qu'on pourrait soumettre aux bailleurs de fonds, etc. Et puis la méthodologie à suivre. Et puis on a aussi appris, oui, pas mal de choses en ce qui concerne les échanges, les expériences entre différentes associations. Oui. Alors ici, il y avait beaucoup de personnes du terrain qui ont essayé de définir la notion de la diaspora. Quelle définition pour vous finalement, cette diaspora est là? Oui, c'est une définition, comme on l'a vu, qui n'est pas très simple, mais on a appris pas mal de choses, notamment que c'est une définition qui peut avoir aussi une connotation économique, voilà, donc, mais que ça reste toujours un concept flou, parce que ça dépend de la position où on se situe, mais oui, on a appris pas mal de choses dans ce sens aussi. Est-ce que vous sortez convaincu que la diaspora a un vrai rôle dans le développement? Oui, évidemment, mais comme principale leçon qu'on a pu tirer et voir, c'est qu'il faut aussi, pour que son rôle soit important, qu'il puisse avoir une meilleure coopération entre la diaspora et puis les pays dans lesquels les membres de la diaspora agissent, pour que l'impact soit beaucoup plus significatif en fait. Merci beaucoup. Bien, alors vous assistez pour la deuxième fois au module organisé par la société civile de la migration et du développement. Dites-nous, pourquoi est-ce que... D'abord, présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Alfonso González, je suis membre de Vivere, une association pour les droits de l'homme qui travaille aux Indes, et de la Fédération vaudoise de coopération. Pourquoi est-ce que ce type de formations sont importantes pour votre association? Notre association travaille pour les droits de l'homme et particulièrement liée à la problématique du trafic d'êtres humains dans les pays des Émirats arabes unis, en Afrique, en Amérique latine. Et puis, logiquement, ce trafic est lié à la migration. Donc, on ne travaille pas directement en relation à la question de la migration, mais comme il est lié, je crois que c'est important de faire partie des réseaux qui est lié à la migration pour apporter cet aspect de la lutte contre le trafic aussi. Alors, on a beaucoup travaillé aujourd'hui sur la notion de la diaspora, du rôle de la diaspora en faveur du développement. Concrètement, qu'est-ce que vous en retirez, vous? Que la diaspora il a un rôle à jouer dans les pays de destination comme dans les pays d'origine et que ce rôle actif et organisé pourrait effectivement apporter beaucoup plus au développement des projets ou des activités dans les pays d'origine, de la lutte contre la défense des droits de l'homme, et puis aussi à faire conscience dans les pays de destination qui nous accueillent la situation de chaque pays et les problématiques qu'il faut résoudre. Donc faire partie de ces réseaux, à mon avis, c'est très important. Et on espère qu'on pourrait les renforcer. Parce qu'aujourd'hui, la migration, c'est un sujet qui touche toute l'humanité. Il y avait beaucoup de responsables d'associations venant de tous bords aujourd'hui ici. On a fait de la théorie, on a essayé de le lier au terrain. Est-ce que vous trouvez que c'est toujours compatible les deux? Le rôle de la diaspora théoriquement et concrètement suivant les pays d'origine où on vient? Bon, il y a toujours une partie théorie, mais je crois que le plus on arrive à lier ou attacher le rôle de la diaspora à une pratique concrète dans chaque région, le mieux c'est. Parce que c'est vrai que les associations de la diaspora ou les associations qui soutiennent les différents pays pour la problématique de l'immigration cherchent à savoir plus comment agir concrètement dans les pays où ils sont. Donc c'est vrai que là, on reste dans une formation, on n'est pas dans un atelier de réflexion sur les stratégies de travail commun. Mais comme formation, c'est nécessaire pour se mettre d'accord sur les mêmes manières de voir les problèmes. Est-ce que ça vous a aidé à voir autrement la notion de la diaspora? Je crois qu'on apprend toujours dans ces ateliers. Tu vois, on a des échanges avec des associations diverses. J'ai dit toujours que les Latino-Américains me manquent parce qu'il y a une situation particulière en Amérique latine qui est très riche par rapport à des autres continents. Bon, il y a des gens de l'Europe de l'Est, beaucoup d'Africains. Il y aura certainement dans le futur des Syriens et autres. Mais c'est vrai que là, la richesse de la diaspora, on apprend toujours à des échanges entre différentes ethnies, cultures. Et pour la Suisse et pour le travail ici en Suisse, c'est très important. Donc, merci beaucoup. Toute une journée sur la formation concernant la diaspora et son rôle dans le développement. Vous êtes une petite structure, une petite association. Dites-moi pourquoi une telle formation est importante pour vous. Peut-être présentez-vous d'abord. Voilà. Séverine Tumini, je suis la présidente de la Convention des Congolais de l'étranger. C'est une structure fêtière. Elle n'est pas petite.
c'est une grande structure. Hein. Pourquoi de l'étranger? Parce qu'en fait, ça a commencé ici, on a fait nos assises, ici en Suisse, et du coup, après nos assises, au bout de la 3e journée, on a baptisé ça Convention des Congolais de l'étranger. Donc, on a nos membres qui sont en Suisse, un peu éparpillés dans toute la Suisse, qui sont en France, en Belgique, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, un peu partout. Il y en a aussi qui sont au Congo. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? Alors, je suis venue aujourd'hui parce que le module m'intéressait beaucoup. Et puis, parce qu'en fait, on était là à la création de la plateforme. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez, vous personnellement, par rapport à votre expérience sur le terrain, vous aviez déjà fait ce lien entre diaspora et développement? Oui, on est confronté tout le temps, en tout cas. Oui, bien sûr. En quoi est-ce que cette formation vous a aidé à renforcer ce lien? Mais parce qu'en quelque sorte, ce que nous sommes en train de faire, c'est du développement. Nous, notre objectif, c'est en tout cas l'intégration ici sur place et la solidarité dans notre pays d'origine. En quelque sorte, c'est le développement que nous sommes en train de faire. Alors, c'était important pour moi de venir ici. Un, c'est un mercredi, je ne travaille pas. Et de deux, je m'étais engagée pour pouvoir suivre les formations que cette structure, cette plateforme finalement nous offre. Qu'est-ce que vous a apporté l'échange avec les autres personnes du terrain? Alors déjà, sur le plan social, donc c'est des gens que je ne connaissais pas du tout, à part un ou deux. Et ça m'a fait plaisir. Et voilà que je vous rencontre aujourd'hui. Et puis, bon, partager toute une journée, écouter, comprendre les choses sur la thématique qui a été développée aujourd'hui, moi, ça m'a apporté beaucoup sur, par exemple, la façon de communiquer, sur la façon de faire des réseaux, le partenariat. Mais on a besoin de toutes ces associations pour faire du partenariat parce que seul, on ne peut pas. C'est une petite équipe. Mais si on fait le partenariat avec d'autres, c'est là qu'on peut avoir de l'influence quelque part. Merci beaucoup. Parfait.